L'Algérie, depuis le début du mois de janvier, avec son représentant Amara Benjama à la tête du Conseil de sécurité pour une période de 30 jours. Les dossiers ne manquent pas. Syrie, Gaza, Soudan, Libye. On a eu un aperçu du vecteur de la diplomatie algérienne dès les premiers jours de janvier. Israël fait comme si le droit international ne s'appliquait pas à lui. Nous devons mettre fin à ce conflit. Et comment ne pas parler de la crispation, voire de la crise entre Paris et Alger. Depuis quelques mois, on sent que la tension s'installait. Pourquoi et au détriment de qui? On en parle avec notre invité du jour. Et j'accueille ce soir pour en parler Redouane Khalif. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'être là. Alors, première question, l'Algérie, je viens de le dire, a pris la présidence tournante du Conseil de sécurité au moment où les foyers de tension ne manquent pas, Libye, Soudan, Gaza. Quel levier a concrètement Alger pour faire progresser ces dossiers vers une solution pacifique? L'Algérie, de par son historique politique et diplomatique, a été toujours médiateur dans la résolution de plusieurs crises régionales, et sans s'immiscer dans les choix internes, que ce soit des gouvernements ou des peuples et des pays en crise. L'Algérie a prévenu le 1er novembre 2022, au sommet des Unions arabes unies, que il y allait y avoir une grande tension dans le Moyen-Orient et que la révolution palestinienne, s'il arrivait à être étouffée ou spoilée, causerait beaucoup de crises dans la région et surtout immiscerait beaucoup de pays voisins et puis des pays asiatiques dans ce combat qui a été stratifié dans des ateliers de réflexion, nous savions, externes, avec la complicité de quelques services de renseignement, tout ceci sous la coupe du régime sioniste. Donc le temps et les événements donnent raison à la prédilection de la diplomatie algérienne. Alors, vous êtes aussi analyste politique, vous allez nous aider mieux à comprendre aussi cette tournée du Premier ministre Ahmed Attaf, qui était en Centrafrique, Congo-Brazzaville, au Bénin, qui avait un seul mot d'ordre, l'autodétermination et le panafricanisme et le développement des Africains pour les Africains. Oui, dans une dynamique très accélérée, notre ministre des Affaires étrangères, Mohamed Attaf, a multiplié les contacts bilatéraux entre plusieurs de ceux qui partagent notre vision de la paix et de la décolonisation des pays. Et donc, aujourd'hui, on voit cette conscience du peuple, de l'élite africaine qui veut se détacher de cet état d'esprit de protectorat de plusieurs pays colonisateurs. Et donc, aujourd'hui, on essaie d'être en avant des événements pour qu'il n'y ait pas de conflits internes ou régionaux. On l'a vu dans le Sahel, on l'a vu au Mali, au Niger, prochainement au Tchad aussi. Et donc la résolution de la crise libyenne dont la diplomatie algérienne s'attelle à ce qu'elle soit réglée calmement selon les résolutions internationales et les lois qui régissent l'autodétermination des peuples. Et pour ceci, pour se prémunir de ce vaste fléau de révolution préfabriquée, toujours par ces sionistes, pour déstabiliser la région, et plus spécialement le Maghreb arabe, et surtout l'Algérie, qui tient toujours, qui a passé plusieurs tempêtes, ceci grâce à la solidarité du peuple algérien, de sa conscience aussi, des dangers qui nous entourent. Son expérience aussi. Oui, son expérience, beaucoup plus. Et donc, M. Attaf est en train de déballer le terrain pour qu'il y ait des pourparlers bilatéraux, multilatéraux entre plusieurs pays. Je ne dirais pas sous la coupe, mais avec l'assistance de l'Algérie. Alors, autre sujet qu'on voulait évoquer avec vous, le torchon brûle entre Paris et Alger. Je vois, ça vous fait sourire. Bon, sans doute une crise peut-être inédite, hein. Et cette semaine, fait étrange, enfin, ironie de l'agenda, Jean-Marie Le Pen a disparu. Alors, il n'y a pas eu d'hommage officiel de la France,
Mais on se rend compte que quand même il y a eu des hommages subtils, puisque on se rend compte que ce sont ces idées, les idées de l'ancien président du Rassemblement national, qui viennent se diffuser même au plus haut sommet de l'État. Oui, il y a le RN aujourd'hui avec Bardella, la nouvelle tête d'affiche bien confectionnée. On l'a vu avec un travail médiatique consistant, bien étudié, bien ciblé, surtout sur les réseaux sociaux, où il a mis mal à l'aise le président Macron. On le voit aujourd'hui d'ailleurs. Le régime français a peiné pendant 3 mois à mettre sur place un gouvernement et essayer de le mettre aujourd'hui à l'abri d'une censure au sein du Parlement. Par rapport aux relations algéro-françaises, depuis l'histoire diplomatique entre les deux pays, ça a été toujours sucré-salé. Mais avec les anciens dirigeants en majorité qui ont disparu, c'était des pointures politiques françaises, ils savaient gérer la situation. Ils savaient parler aux décideurs algériens. Ils avaient l'art et la manière et cette flexibilité dans les relations politiques et surtout économiques. Parce qu'il y a intérêt économique qui prime sur la relation, et je pense que c'est ce qui a causé un peu le mécontentement de l'État français et du président Macron, c'est qu'ils ont perdu une grande part de marché en Algérie, parce qu'auparavant on était beaucoup plus un marché consommateur. Aujourd'hui, on passe à la production, on passe à la multiplication des investissements, et on a bien confectionné des relations stratégiques avec l'Italie, la Russie, la Turquie. Donc, avec leur obstination de protectorat sur l'Algérie, je crois qu'ils ont raté le train. À chaque voyage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, même les officiels insistent souvent sur ça. Désormais, l'Algérie s'inscrira dans une démarche de gagnant-gagnant, oui. Et on essaiera aussi plus d'aller vers la production nationale. Est-ce que, selon vous, c'est ce changement de cap qui a peut-être froissé Paris, entre guillemets? Je pense que c'est plutôt la déclaration, je dirais, courageuse de notre président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de dire « je n'irai pas à Canossa ». C'est une phrase qui en dit long. Phrase historique. Hein. Oui, elle est multidimensionnelle. Et donc, aujourd'hui, l'État français a compris qu'il est en face de dirigeants soutenus par un peuple algérien qui est toujours sur ses principes, qui garde toujours son histoire. Et donc, ils ont vu qu'il fallait changer de méthode. D'ailleurs, c'est les déclarations de Madame Ségolène Royal, ancienne ministre, ancienne prétendante au présidentiel, qui disait dans une interview qu'il fallait revoir l'approche, l'angle de vision en ce qui concerne les relations algéro-françaises. Et donc, elle a avoué que ce qu'ils appellent, eux, une rente mémoriale, c'est un dû au peuple algérien, à nos moudjahid, à nos chouhada, à l'État algérien en tant que nation, comme préjudice moral causé par le colonialisme, et que donc il fallait établir des relations en prenant en considération cet aveu par rapport aux Algériens. Vous disiez à l'instant qu'à l'époque, les officiels français savaient parler avec les officiels algériens. Vous direz aujourd'hui qu'il y a une espèce de, je ne sais pas, de déclin, de régression, on ne maîtrise plus les codes de la diplomatie avec Alger. Qu'est-ce qui s'est passé? Où s'est inscrit la rupture finalement? En analysant les événements, moi je pense que ce n'est pas l'Algérie qui utilise la rente mémorielle pour apaiser, d'après ce qu'ils disent, une tension interne, mais que c'est l'État français et le président Macron qui trouvent un échappatoire par rapport aux réactions de l'État algérien par rapport à ces relations. Et donc, être dans un esprit gagnant-gagnant pousse les lobbies politiques français et les lobbies financiers sous couverture économique à céder de cette prétention envers l'Algérie et envers leur point de vue d'investir au lieu de vendre, au lieu d'exporter vers l'Algérie tout azimut. Il ne faut pas oublier que c'est ces Algériens,
notre communauté qui est à l'étranger, précisément en France, qui a fait tourner les usines françaises, qui a fait tourner l'automobile. Et aujourd'hui, elle est prise à partie par des partis d'extrême droite sur une feuille de route bien précise pour l'utiliser comme levier de pression sur l'État algérien. Alors, quand même, il y a une figure qui a joué un rôle dans cette crispation. On ne pouvait pas ne pas l'évoquer. Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur qui a donné libre cours à son imagination, en tout cas, qui est sorti du cadre qui aurait dû être celui d'un ancien diplomate. Alors, il a donné libre cours à des penchants. Il propose de limiter les échanges des compagnies aériennes algériennes qui ne desserrent plus comme avant auprès des destinations françaises. Il souhaiterait qu'on limite le mouvement du personnel diplomatique. Je lis, la liste est longue. Limiter le nombre de consulats d'Algérie en France qui sont au nombre de 20. Et enfin, le même Driancourt qui suggère la force pour libérer un justiciable algérien. On multiplie les sorties étranges. On est quand même dans une situation assez bizarre. Vous avez utilisé le terme approprié, crispation. En ce qui concerne Driancourt, son passage en Algérie, pour lui et pour la diplomatie française, a été un échec parce qu'à aucun moment il n'a pu comprendre le fonctionnement et du système algérien et de cet Algérien en lui-même, qui parfois est un peu mécontent, mais toujours solidaire avec l'État et surtout, ce qui les dérange, avec l'armée populaire nationale. Donc cet ancrage historique de l'Algérienne et de l'Algérienne par rapport à la révolution du 1er novembre, la continuité de cette optique de sauvegarder toujours les principes fondamentaux de l'Algérie et de notre Constitution, à laquelle on s'identifie, même notre diaspora s'identifie par rapport à la révolution aujourd'hui. Même ceux qui ne sont pas nés, les Algériens, pardon, qui ne sont pas nés en Algérie, qui n'ont pas vécu en Algérie et qui sont en France, mais ils sont toujours ancrés dans cette histoire dont ils se vantent, ils sont fiers de cet exploit qui nous a coûté cher, bien sûr, sacrifice de plus de 6 millions de chouhadas si on compte toute la révolution. Et donc, aujourd'hui, essayer de mettre des restrictions, essayer de mettre de la pression sur l'État algérien et sur les citoyens algériens pour qu'il y ait un versement de vapeur sur le président de la République, je pense c'est un faux départ parce que la France aujourd'hui n'est plus une priorité ni pour l'État algérien ni pour le peuple algérien. Aujourd'hui, il y a l'État Schengen, il y a la possibilité d'avoir des accès de visa par l'Espagne, par l'Italie, par la France, par plusieurs pays. Et on voit qu'aujourd'hui, même l'opérateur algérien, il a plus d'optique vers l'Asie que vers l'Europe. Alors, je veux qu'on reste encore sur ces figures comme ça qui sortent de l'ombre, des anciens diplomates, des anciens qui ont eu aussi, par exemple, Xavier Driancourt a écrit un livre qui s'appelle L'énigme algérienne. C'est une confession, on voit qu'il n'a pas compris grand-chose à l'équation algérienne. Il le dit lui-même, c'est l'énigme algérienne, tout est dans le titre. On sait également qu'il est empêtré dans une histoire de corruption avec des anciens membres de l'oligarchie. Et il y a une chose qui nous a interpellés, c'est qu'en juin dernier, il a donné une interview avec Alain Juillet, qui est l'ancien de la DGSE, où tous les deux, ils donnaient libre cours à leur imagination en redisant exactement ce qu'a dit l'écrivain Boualem Sansal sur les bordures de l'Algérie. Donc, on se demande si tout ça n'était pas orchestré. Qu'est-ce que vous en pensez honnêtement? Quand on met tout ça de bout en bout, on se demande si quand même c'était pas fomenté toute cette histoire. Bien sûr, les deux sont deux facettes d'une même pièce. C'est les outils, c'est les exécuteurs d'une stratégie beaucoup plus médiatique. Aujourd'hui, on n'est plus vraiment dans les guerres classiques. On est dans les guerres à caractère économique et beaucoup plus médiatique, réseaux sociaux, influenceurs, pseudo-influenceurs, bien sûr. Donc, essayer à tout prix
de torpiller l'État, d'essayer de discréditer notre armée, d'essayer de discréditer nos institutions, notre fonctionnement, notre président, et ce par la désinformation par rapport au peuple algérien. Et surtout, ils axent leur attaque sur les jeunes, beaucoup plus, en essayant de leur faire perdre espoir dans cette Algérie qui évolue, cette Algérie qui dérange, cette Algérie qui est revenue sur la scène diplomatique, cette Algérie qui a une grande dynamique économique, avec un cahier de charges pour l'investissement et des lois, des textes très attrayants pour les grandes multinationales. Beaucoup d'entreprises françaises qui se sont refait une santé en Algérie n'ont plus l'accès. Et donc, tout ceci est un mécanisme avec des outils, avec des personnes qui sont bien formées, qui sont ciblées, qui sont coachées pour appliquer ces stratégies machiavéliques. D'ailleurs, Machiavel a dit calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Quelque chose, exactement. Alors, sur l'histoire aussi, on va en parler, de ces internautes, ces TikTokers, comme on dit aujourd'hui, et qui ont été, dont un seul qui a été renvoyé puis revenu, parce que finalement, il y a eu un vide juridique, et le ministre de l'Intérieur, finalement, ne connaissait pas les tenants et les aboutissants de son dossier. Mais quand il s'agit d'anciens membres de l'oligarchie et que Alger veut les revoir sur notre sol pour qu'ils livrent des comptes à la justice, cette fois-ci, Paris est moins pressé de les livrer. Comment vous jugez ce deux poids, deux mesures ? C'était là le désaccord entre Alger et Paris sur les 4000 OQTF que voulait renvoyer l'État français vers l'Algérie. L'Algérie a posé ses conditions. On veut tous ceux qu'on a demandé, avec ceux que vous extradez, il n'y a pas de problème. Mais que vous vous débarrassiez d'eux comme ça, non. Il y a des lois, il y a des lois qui régissent nos relations bilatérales. Et pour le cas du dernier influenceur, dans les lois, les accords, les protocoles qui sont signés entre Alger et Paris, un OQTF ne peut être rapatrié vers l'Algérie que si l'Algérie, dans son accord et dans son aval, ce qui n'a pas eu lieu. Alors, cette histoire des sorties officielles, comme celle de Bruno Retailleau, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres, Bruno Retailleau qui est le ministre de l'Intérieur. Alors, de l'extrême droite. De l'extrême droite, ces sorties en tout cas sont connotées extrême droite. Alors, avec cette affaire Boualem Sansal, est-ce que selon vous, on a voulu pousser Alger à la faute ? Honnêtement, franchement. On a essayé de titiller Alger, de discréditer l'État algérien par rapport aux lois internationales, mais je dirais que c'est une action désespérée après le couac qu'a commis Macron au Maroc, après son échec vis-à-vis d'un jeune Bardella qui, par le biais d'une, je dirais, propagande via TikTok, a poussé le président à dissoudre le Parlement. Et aujourd'hui, il a mis toute la France dans une impasse. Et quand on voit, par rapport, et je reviens toujours, aux anciens diplomates politiciens français, qui savaient bien huiler les mécanismes sur lesquels étaient basées les relations algéro-françaises, eh ben, je pense que... Où est-ce qu'ils sont justement ces représentants de la tradition diplomatique française? Malheureusement, la majorité sont décédés. Mais il reste un dernier samouraï, c'est l'ancien Premier ministre de Villepin. Lui, on entend dans ses interviews, il a la bonne approche vis-à-vis des relations algéro-françaises et comment devraient se porter les choses. Et il insiste sur le changement de comportement et de mentalité par rapport à ceux qui dirigent aujourd'hui la France vis-à-vis de l'Algérie. Alors, dans cette histoire, enfin, on a beaucoup entendu parler de l'extrême droite. Il y a une figure dont on ne parle pas beaucoup. Emmanuel Macron, le président français, il utilise souvent le cache-misère de l'extrême droite
pour parfois cacher des crises internes. On l'a vu, il perd 2 élections successives et pour lui, l'extrême droite est à la manœuvre. Lors de lors de l'échéance présidentielle, il dit qu'il faut voter pour lui, sinon ça donnerait libre cours à l'extrême droite. Mais est-ce que finalement, cette extrême droite, ce rôle d'extrême droite n'est pas exagéré pour cacher d'autres problématiques qui caractérisent en ce moment le gouvernement français et la société politique française? Les problèmes de la France ont commencé depuis la révolte des Gilets jaunes. Et donc le président Macron, il tient un double langage. D'une part, il laisse penser qu'on protège notre communauté algérienne en France. D'autre part, il les offre comme offrande au Rassemblement national pour discréditer le Rassemblement national vis-à-vis de la population française. Donc aujourd'hui, cette expansion de l'extrême droite vient d'origine de l'extension de l'extrême droite en Italie, mais avec une autre mentalité, avec un autre esprit, avec une autre approche. Aujourd'hui, on l'a dit si souvent, on est devant la dictature des peuples, surtout depuis l'épidémie du Covid-19, où les peuples européens en majorité se sont vus victimes de leur doctrine de liberté, égalité et fraternité. Alors, Paris-Alger, comment la crise, comment, je crois que c'est pas exagéré de parler de crise. Oui, oui. Crise. Alors, comment voyez-vous justement l'évolution de cette même crise durant les prochaines semaines? Durant les prochaines semaines, pour ce qui concerne l'État algérien, le constat est là, les mesures à prendre ont été déjà prises, et donc on reste toujours dans notre rôle de sagesse par rapport à l'Algérie. Les portes restent ouvertes au dialogue, mais un dialogue sincère, un dialogue viable et concret qui ne mettrait pas l'échec du fonctionnement de Paris sur le dos de l'Algérie ou des Algériens. On les a vus, les communiqués ministériels algériens sont dans un équilibre en disant qu'Alger ne voulait pas l'escalade, qu'Alger n'allait pas vers l'option de la tension, contrairement à certaines figures politiques françaises de partout, les anciens ministres, les nouveaux, les médias, certains représentants des médias, il y a une horde comme ça qui s'est engouffrée dans ce Algérie bashing pour critiquer, ou en tout cas exagérer, peut-être, ou jeter de l'huile sur le feu concernant les relations entre Alger et Paris. C'est un mouvement de troupe. Je pense que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a laissé entendre plusieurs fois dans ses discours ou dans ses entrevues médiatiques que l'Algérie est un pays qui a toujours prôné la paix, mais qui sait très bien faire la guerre. Redouane Khelif, merci d'avoir été des nôtres, merci de nous avoir apporté des éléments pour peut-être mieux cerner cette situation. Je vous dis à bientôt et encore une fois, je vous remercie.